le 28 février prochain, peuple et canton seront appelés notamment à se prononcer sur l'initiative émanant de la jeunesse socialiste suisse intitulée « Pas de spéculation sur les denrées alimentaires ». Texte qui, on le rappelle, demande à tous les acteurs du marché une interdiction rigoureuse des interventions au moyen de produits financiers sur les produits agricoles. Les contrats qui portent sur la garantie des délais ou des prix fixés resteraient, eux, en revanche, autorisés. Nous avons eu il y a quelques jours le point de vue des partisans de l'initiative à travers la personne de Catherine Morand de SwissAid. Parole ce matin au camp d'en face, à ceux qui sont opposés à ce texte. Bonjour Christine Agaggini. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, directrice romande d'économie suisse. On va parler effectivement de cette initiative sur les denrées alimentaires. Je vais aussi vous questionner sur ce qui s'est passé. Il y a quand même mauvaise nouvelle pour l'économie suisse. General Electric via Alstom qui supprime 1300 emplois. Mais tout d'abord, cette initiative des jeunes socialistes suisses, elle a pour but de lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde. Bon, qui peut s'opposer à cela ? Pas même vous, j'imagine. Certainement pas, non. L'objectif de cette initiative est parfaitement louable, ça c'est incontestable. En revanche, ce qui est parfaitement sûr, c'est que cette initiative est totalement inefficace. Parce que, comme le disent les Nations Unies, eh bien, il n'y a pas de corrélation entre le prix des denrées alimentaires et puis les interventions sur les marchés dits à terme, là où on couvre les risques. Alors, il y a d'autres études qui disent le contraire. C'était l'argument d'ailleurs que j'opposais à Catherine Morand. Les études ne s'accordent pas sur ce point-là. Selon une étude macroéconomique qui a été réalisée par l'Université de Bâle et de Lucerne, ils ont passé en revue une centaine d'études réalisées dans le monde entier. Eh bien, il n'y a pas de corrélation, une très faible corrélation. Ce qui est par contre très intéressant, c'est de voir que sur des denrées alimentaires qui ne sont pas financiarisées, et c'est le cas du riz, qui permet d'alimenter 1 milliard de personnes sur cette planète, eh bien, lorsque ces produits ne sont pas financiarisés, les prix fluctuent de manière beaucoup plus violente. Et c'est donc la preuve que ces marchés à terme, eh bien, amènent plutôt une stabilisation des prix. Et il faut aussi rappeler que cela fait des décennies que les prix des denrées alimentaires ne cessent de baisser. Il y a bien sûr eu ces très regrettables crises alimentaires, mais toujours selon les Nations Unies, par exemple, la très grave crise alimentaire de 2007-2008, eh bien, serait due pour l'essentiel à des restrictions à l'exportation du riz, en l'occurrence, de la part des 2 premiers producteurs mondiaux que sont l'Inde et le Vietnam. En restreignant l'exportation, eh bien, ils ont diminué tout à coup l'offre sur les marchés mondiaux et les prix ont flambé. Et parallèlement, d'autres pays comme l'Indonésie avaient à leur tour agi, ce qui avait encore renforcé, disons, la spirale négative. Alors c'est clair que vous le dites, et c'est vrai que les études sont contradictoires, il n'y a pas forcément de lien entre le trading et la faim dans le monde. Cela dit, le trading par essence, crée de la fluctuation des prix. Ça, c'est la loi du marché. Et la fluctuation, là, est assez délétère aussi, notamment pour les paysans. Donc la fluctuation, on peut dire, ça, c'est sûr, crée de l'insécurité, en tout cas. Alors, il faut voir la question d'un autre point de vue. Comme le dit donc les Nations Unies eux-mêmes, la FAO le dit, et je cite, il faut une réglementation adéquate et celle-ci doit permettre d'améliorer, non d'interdire, la spéculation. Tout est dit. Tout est dit, mais rien n'est dit. Ce serait quoi la réglementation adéquate selon vous, le bon cadre ? Peut-être pour expliquer à nos auditeurs de quoi ils retournent, parce qu'à force d'utiliser des jargons, on en perd son latin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés dits à terme ? Eh bien, il s'agit pour les producteurs, les agriculteurs, les producteurs de denrées alimentaires, donc ceux qui les transforment, ceux qui font par exemple des biscuits, eh bien, de se couvrir de toute une série de risques. Prenons des cas très précis. Vous devez acheter du blé, 20 000 tonnes de blé dans un pays, eh bien, ce qui peut se passer, c'est une sécheresse, c'est une inondation, ce qui va faire en sorte que vous n'aurez pas votre récolte, ou bien la qualité de la récolte ne sera pas suffisante, ça aura un impact sur les prix. Vous pouvez avoir des difficultés lors du transport. On ne sourit plus lorsqu'on parle de pirates de nos jours, bien qui volent votre marchandise. On peut avoir d'autres risques qu'il est nécessaire de couvrir en termes de stockage. Dans le domaine des denrées alimentaires, tout le monde est conscient que ce sont des denrées périssables. Et ici, on ne parle pas de 2 pommes qui pourrissent dans votre frigo. C'est des quantités extrêmement importantes. Et c'est ça l'utilité de cette financiarisation
couvrir des risques et cela bénéficie essentiellement aux agriculteurs. J'en veux pour preuve que l'Éthiopie, qui est un des pays les plus pauvres au monde, a mis sur pied un marché à terme qui aujourd'hui permet à 2,4 millions d'agriculteurs de couvrir le risque. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent plus le faire? C'est ce que veulent les jeunes socialistes. Et c'est là où je trouve que cette initiative est pour le moins aberrante. Elle n'empêche pas d'acheter des produits alimentaires et d'en faire le négoce, cette initiative. Elle interdit la spéculation et le trading à haute fréquence, ce genre de choses. Elle n'interdit pas d'en faire le négoce. Elle interdit de travailler pour des acteurs suisses, des banques, des sociétés de négoce, de travailler sur les marchés à terme. Donc elle interdit cette possibilité de couvrir les risques que je viens de citer. En clair, pour un producteur d'un pays en développement, cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie qu'il aura beaucoup plus de peine à écouler sa marchandise parce que lui-même, à lui seul, ne pourra pas prendre ses risques. Donc, il va moins investir dans son outil de production et on peut, en poussant à l'extrême le raisonnement, même dire que cela pourrait augmenter la faim dans le monde du fait que les petits agriculteurs dans les pays en développement auront plus de peine à fonctionner. Donc ce que vous nous dites, Christina Gaggini, c'est que non seulement le trading sur les produits alimentaires ne crée pas de faim, mais qu'en plus, si on empêchait de faire du trading, c'est là que précisément les problèmes les plus graves pourraient arriver. Vous retournez la chose, en fait. C'est pas Christina Gaggini qui l'affirme, c'est la FAO, l'autorité la moins pro-économie qu'il existe sur cette planète, n'est-ce pas, puisque leur vocation est de soutenir l'agriculture et de lutter contre la faim dans le monde, qui affirme que ce type d'instrument est nécessaire. Alors les gens d'Unitaire, là on est en Suisse, syndicat paysan, disent que 3 fermes disparaissent chaque jour en Suisse à cause de la spéculation. Bon, alors là j'imagine que vous contestez cet argument aussi. Le problème des paysans est le suivant, ils se plaignent que les prix sont au plus bas. Oui, ce qui est factuellement relativement juste. Tout à fait juste. Or, cette initiative des jeunes socialistes prétend que les prix sont trop hauts. Alors, il faut s'y retrouver, il faut se mettre d'accord. Soit ils sont trop hauts, soit ils sont trop bas. Et on voit bien que la problématique des paysans suisses n'a rien à voir avec cette initiative. J'en veux pour preuve que l'Union suisse des paysans ne se mobilise pas sur ce sujet. Ils ont d'autres initiatives de leur cru qu'ils souhaitent pousser. On a 570 entreprises dans le secteur du négoce alimentaire en Suisse, dont près de 400 sur l'arc lémanique. On pourrait aussi se dire que votre but, qui est d'ailleurs tout à fait logique au sein d'économie suisse, c'est d'épargner ces entreprises au cas où l'initiative passait la rampe. Il y aurait beaucoup de suppression d'emplois. Vous avez fait des calculs ? Une chose est certaine, c'est que la Suisse et Genève et l'arc lémanique en particulier ont réussi à créer un centre de compétences unique au monde en matière de négoce. Cela concerne bien sûr les sociétés de négoce elles-mêmes, mais aussi les affréteurs, les sociétés de certification comme la SGS. Mais cette initiative, et c'est là où le diable se cache dans les détails, concerne aussi l'industrie agroalimentaire. Parce que l'industrie agroalimentaire... Nestlé par exemple, un producteur de biscuits, on peut en citer des noms, ont besoin eux aussi de couvrir leurs risques pour les raisons que j'expliquais auparavant. Eh bien, il y a donc la place financière dans son ensemble, y compris les banques. Et les banques, aujourd'hui, dégagent beaucoup de recettes fiscales grâce aussi au financement du négoce. Donc au final, est-ce qu'on veut déshabiller Jean pour habiller Paul? En d'autres termes, pour une initiative dont l'efficacité est tout sauf certaine, je dirais même que l'inefficacité est démontrée par des autorités en la matière, est-ce qu'il faut renoncer à des places d'emploi, renoncer à des recettes fiscales? Et la réponse est évidemment non de notre point de vue. L'autre question qui se pose, c'est effectivement combien d'emplois. Au total, il y a environ 12 000 emplois directement liés au négoce, mais pratiquement 12 000 liés indirectement aux sociétés de négoce. On peut penser aux régies, aux hôtels, aux taxis, aux restaurants, etc. Donc la question aujourd'hui est de savoir si ça vaut la peine de mettre sur pied un monstre bureaucratique parfaitement inefficace contre la faim dans le monde, au risque de mettre en danger des dizaines de milliers d'emplois dans ce pays et de perdre un centre de compétences. Et comme vous le savez, les centres de compétences, c'est pas un beau mot à la mode. Ça signifie qu'il y a toute une série d'acteurs financiers, d'entreprises qui viennent en Suisse aussi parce qu'il y a ces centres de compétences. Donc c'est un tout. Et je suis particulièrement atterrée par cette proposition des jeunes socialistes qui ne se base sur aucun fait scientifique
scientifique avéré qui va à l'encontre des préconisations des Nations Unies, et tout cela en diabolisant en quelque sorte une partie de l'économie, alors qu'il est démontré que ce type d'investissement financier dans les denrées alimentaires est utile aux pays pauvres. Quels sont, à vos yeux, les bons moyens pour combattre la famine sur le plan économique ? La Suisse est déjà extrêmement active et très clairement, il y a tout le volet d'aide au développement, et la Suisse intervient de manière systématique dès lors qu'il y a des crises alimentaires avec l'aide d'urgence. Et puis ça ne suffit pas, l'aide d'urgence, on le sait. Alors, l'aide d'urgence, c'est un sparadrap sur une blessure. Alors, l'aide au développement, par contre, c'est un travail sur le long terme pour donner à ces pays les moyens de pouvoir alimenter leur population. Maintenant, la Suisse elle-même ne peut pas combattre toute la vaste problématique de la corruption de certains de ces États. En termes de législation, cette initiative n'apporterait strictement rien, je l'ai dit, elle est inefficace, mais en termes de législation, la Suisse n'a pas à rougir, puisqu'elle s'est dotée, à partir du 1er janvier de cette année, d'une mesure qui vise à limiter la manipulation des cours. La manipulation des cours, ce n'est pas du tout la même chose que ce dont on vient de parler. C'est véritablement des investisseurs qui ont une position dominante dans les bourses, qui peuvent modifier les prix sur le marché réel. Et ça, ce n'est pas concerné par le texte de l'initiative? Non. Pas du tout. Et cela, vous combattez, la manipulation des cours, Christina Gaggini. Totalement, on l'a soutenue avec l'ensemble de nos membres, cette entrée en vigueur. Et d'ailleurs, le secteur du négoce, qui ne se trouve pas être membre d'Économie Suisse, mais ça, ce n'est pas la question aujourd'hui, eh bien, ce secteur du négoce a aussi salué la transparence en matière de stock en main d'État. Parce qu'on sait que lorsqu'on approche une crise alimentaire ou lorsqu'on est dans une crise alimentaire, si on ne sait pas quels sont les stocks, par exemple de riz, qui sont disponibles dans le monde entier, on ne peut pas prendre les bonnes mesures. Et certains États, je l'ai cité en début d'interview, retiennent ces stocks dans leur propre pays, ce qui augmente encore la crise alimentaire. Donc le secteur du négoce est pour plus de transparence. Sous l'impulsion du G20 notamment, eh bien, un monitoring est désormais sur pied et il est en main de la FAO, et ça, nous le soutenons aussi. Alors, vous êtes la représentante romande d'Économie Suisse. Je ne peux pas ne pas vous interroger sur ce qui s'est passé hier. C'est de très mauvaise nouvelle pour l'économie suisse, Christina Gaggini. 1300 emplois sur les 5500 des sites suisses de General Electric, qui a repris Alstom, sont concernés. Fabrication de turbines à gaz. On entendait le professeur Putgen tout à l'heure nous dire que ce n'est pas vraiment un secteur d'avenir pour la Suisse. Cela dit, si on compare les suppressions qui vont intervenir en Suisse à celles qui seront pratiquées en France, 765 sur 9000 en France, on peut se dire que la Suisse a mal joué, la France a mieux négocié, la Suisse n'a pas... son lobbying n'a pas bien marché. Comment vous voyez les choses ce matin, Christina Gaggini ? Lors du rachat d'une partie des activités d'Alstom par General Electric, il était clair, et d'ailleurs c'était annoncé, qu'il y aurait une restructuration nécessaire. Dans ces cas d'acquisition, en général, je ne parle pas du cas de General Electric, il y a toujours des doublons qu'il faut éliminer. C'est ainsi, que cela nous plaise ou non. Je ne vais pas commenter la décision d'une entreprise en particulier, mais rappeler que les temps effectivement en Suisse sont difficiles, non seulement en raison du franc fort, mais aussi du fait que la demande mondiale, et nous sommes une nation exportatrice, est pour le moins ralentie, celle de la part de nos amis européens et notamment français très faible. Cela a un impact sur l'ensemble du tissu économique. Ce qui est sûr, en revanche, eh bien, c'est que la part industrielle, aujourd'hui encore en Suisse, est stable depuis une quinzaine d'années. L'industrie participe pour environ 20% au produit intérieur brut du pays. C'est stable. Il y a des bonnes raisons de craindre une désindustrialisation, mais la réponse à donner, ce n'est pas celle de se poser la question de savoir si telle et telle entreprise a bien agi sans connaître son business case, sans connaître son marché et ses défis, mais c'est bel et bien celle de se poser la question: que peut-on faire ? Et ce qu'on peut faire, et ce qu'on doit faire davantage dans ce pays, eh bien, c'est de faire attention aux conditions cadres. Et cela signifie... À commencer par le Francfort ? En commençant par les votations. Et là, c'est plutôt un appel à la population. Lorsque vous prenez position sur un objet de votation et qu'on vous dit ça a un impact sur l'emploi, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est parce qu'il y a un véritable impact.
Et il ne suffit pas de pousser des cris d'orfraie lorsqu'une entreprise ou une autre est obligée de délocaliser. Je ne parle pas de JE, en général. Là, c'est trop tard. C'est le travail sur le long terme qui fera que la Suisse restera un pays où il fait bon avoir ses entreprises. Le cas de JE est particulier et je ne peux pas comparer le fait que ce Alstom, qui a vendu une partie de ses activités, est en main française, les activités du gouvernement français avec les activités du gouvernement suisse. Ce sont deux situations qui sont incomparables. On vous l'avait dit, hein, l'industrie suisse garde une bonne place dans le PIB, proche des 20%. Cela dit, est-ce qu'il n'y aura pas une désindustrialisation de ces entreprises qui ne sont pas à haute valeur ajoutée? Est-ce que l'industrie suisse son avenir n'est pas dans l'industrie de pointe à haute valeur ajoutée et les autres qui meurent? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, Christina Gaggini? Sur le fond, vous avez parfaitement raison. Le salut passera par la haute valeur ajoutée, ce qui veut dire en termes communs, beaucoup d'innovation, proposer des produits et des services qui ont un plus par rapport à ce qui se passe, à ce qui est offert à l'étranger, parce que c'est seulement ainsi qu'on peut justifier des prix plus chers. On parle de 1300 suppressions d'emplois. Le conseiller fédéral, le président de la Confédération, Johan Schneiderman, disait hier qu'il regrettait, etc., mais qu'il avait une certaine compréhension pour la décision. Au fond, la loi du marché s'applique. Politiquement, comment vous jugez ces propos? Je n'ai pas jugé les propos du président de la Confédération, d'un conseiller fédéral. Ce que je rappelle, c'est que ceux qui poussent aujourd'hui des cris d'orfraie et qui pensent pouvoir donner des ordres à la Banque nationale en lui imposant de réinstaurer un taux plancher, ont très peu de connaissances monétaires, ne se rendent pas compte des enjeux et du pourquoi cette Banque nationale a dû lever le taux plancher. Je rappelle notamment que la Banque centrale européenne allait annoncer quelques jours après des injections massives d'euros. Et ça, c'était une raison suffisante d'un point de vue, disons, du moins scientifique pour lever le taux plancher, même si, je le regrette, ça fait mal à nos entreprises. Mais nos entreprises ont une capacité de résilience qui est hors du commun et que beaucoup de pays nous envient. Les prochains mois, les prochaines années ne seront pas faciles, mais nous nous rendons, nous seuls, la vie beaucoup plus difficile en prenant des décisions à l'emporte-pièce ou des décisions prises sous le coup de l'émotion. Et ici, je pense aussi en particulier à toute la question extrêmement importante pour nos emplois qui est liée à nos futures relations avec l'Union européenne. Ah oui, c'est un autre chapitre. Il nous faudrait encore 1 heure au moins. Christina Je reviendrai Gaggini. volontiers. Pourquoi pas, absolument.